Aujourd'hui, nous sommes le 12 janvier, 2025, et la nuit du 12 au 13 janvier, c'est cette nuit-là qui a été fatale pour notre pays. C'est cette nuit-là qui a vu notre pays basculer totalement dans une obscurité, une obscurité qui dure depuis 60 ans, une obscurité qu'on n'arrive pas à dissiper. C'est depuis ce jour que le Togo, qui était promis être un pays merveilleux, le temps s'est arrêté au Togo. Et depuis les années 63, on a perdu les repères. On a perdu les repères de notre pays et nous cherchons à rebondir, mais tout porte à croire que le pays a été enfoncé dans quelque chose et qu'on n'arrive pas à sortir de cette caverne-là. À chaque fois, on voit le bout du tunnel, mais à chaque fois qu'on essaie de remonter, on retombe toujours dans l'obscurité. Et donc, je sais qu'aujourd'hui, les gens ont une pensée pour le père de l'indépendance, Sylvanus Olympio, qui s'est battu pour le Togo et qui a même sacrifié sa vie pour notre pays. Et de ce pays qu'il a tant aimé, de ce pays dont il s'est battu pour l'indépendance, pour ce pays qu'il a accepté de renoncer à des fonctions dans des grandes sociétés comme Unilever et tout ça, il n'en a tiré aucun bénéfice. Il a plutôt perdu la vie. Et depuis 63, le malheur s'est abattu sur le Togo et le cycle infernal, obscur, continue. Aujourd'hui, j'ai envie de vous entretenir sur plusieurs aspects des événements de 63 que des gens... Je sais qu'il y a quelques initiés, quelques personnes qui le savent, mais que la majorité ne sait pas. Et je vous ai dit que moi, j'ai lu une partie des archives déclassifiées sur l'assassinat de Sylvanus Olympio, parce que j'ai eu à travailler, je travaille avec un membre de la famille Olympio, Jean-Sylvanus Olympio, qui a mené des actions pour obtenir la déclassification de ces archives-là. Donc, c'est plus de 5000 documents sur les événements de 63, minute par minute, comment les choses se sont passées, comment le coup d'État a eu lieu, qui a fait quoi, les complicités, les réactions des gens, tout ce qui s'est passé. Moi j'ai pas lu les 5000 documents, mais j'ai lu une partie et j'ai plus ou moins une idée claire de ce qui s'est passé et les complicités, comment les gens se sont organisés et le rôle aussi des puissances et tout ça, j'ai lu. Il y a aussi les mémoires de l'ambassadeur des États-Unis à l'époque qui était au Togo, Poulada, qu'on peut retrouver aux États-Unis, qui reviennent aussi sur ces événements. Et avant de rentrer dans le fond, dans le fin fond des sujets, parce que je vais aborder des questions qui sont très stratégiques aujourd'hui. Avant de rentrer dans le fond de certains trucs, j'ai voulu partager avec vous l'oraison funèbre que Monseigneur Dossé a lu à l'enterrement de Sylvanus Olympio, mais bon, je vais mettre ça sur ma page et les gens pourront voir ça. Je voulais aussi partager avec vous la lettre pastorale qui a été écrite juste après l'assassinat de Sylvanus Olympio par Monseigneur Dossé. Mais bon, ça aussi, ça prendra trop de temps. Ça prendra énormément de temps. C'est une si longue lettre. Par exemple, la lettre pastorale de son Excellence Monseigneur Dossé au clergé et aux fidèles de l'archidiocèse de Lomé. C'est après l'assassinat de Sylvanus Olympio. Et puis il y a Monseigneur Dossé, intervention de Monseigneur Dossé, archevêque de Lomé, aux obsèques de Monsieur Sylvanus Olympio à Agoué, le 15 janvier 1963. Ces documents, je pourrais les partager avec vous
sur ma page. Alors, ce qui s'est passé le 13 janvier 1963, c'était pas un coup d'État. Contrairement à ce qui a été servi dans les livres d'histoire ou à la population, c'était pas un coup d'État. C'était un crime crapuleux. C'était l'assassinat d'un chef d'État. Un crime crapuleux par des individus qui n'étaient pas dans l'armée régulière, même s'ils ont bénéficié de la complicité de certains membres de l'armée régulière. Lorsque Eyadema et ses amis sont rentrés de la guerre d'Algérie, lorsqu'ils ont été démobilisés après la guerre d'Indochine et d'Algérie, où ils sont allés servir le colon à mater ceux qui cherchaient leur indépendance, ils ont été renvoyés dans leur pays. On les appelait les demi-soldes. On les appelait des demi-soldes. C'est des gens à qui on a payé, je sais pas, une pension, et puis on les a renvoyés dans leur pays. Et quand ils sont revenus dans leur pays, ils se sont organisés, je ne dirais pas en syndicat, mais en frères d'armes qui sont allés servir le colon pour qu'on les intègre dans la nouvelle dans l'embryon de la nouvelle armée après les indépendances. Et donc, ils sont revenus et ils ont demandé à intégrer la nouvelle armée qui était en création. Et à l'époque, il y avait la première unité de l'armée togolaise, c'est la gendarmerie. C'est la gendarmerie qui est la première unité de l'armée togolaise, la plus ancienne d'ailleurs. Et après, on a créé la première unité d'infanterie qui est au lieu qu'on appelle le camp RIT aujourd'hui et qui était dirigé par l'adjudant-chef Emmanuel Bodiolé. Emmanuel Bodiolé, qui était à l'époque adjudant-chef. Et lui, il était dans l'armée régulière avec un certain nombre de ses compatriotes. Et l'armée, à l'époque, était, avec les sous-officiers, les hommes de rang, étaient composés majoritairement de nos frères du Nord, Kabiel, Osso, Lamba et tout ça. Mais les officiers, à part Dadjo, qui était l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé, donc Dadjo, qui était l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé, il y avait les Saint-Syriens qui étaient rentrés, comme les Congo, les Comblans. Après, vous avez aussi les Assila, tout ça qui était rentré. Et donc, lorsque ces gens-là sont rentrés de leur périple en Algérie, en Indochine, où ils ont servi comme des mercenaires pour aider le colon à mater les indépendantistes, lorsqu'ils sont rentrés ils ont manifesté leur désir de rentrer dans l'armée, Sylvanus Olympio n'en voulait pas, pour deux raisons. La première raison, c'est pour des raisons idéologiques. Pendant que nous, on luttait pour l'indépendance, vous êtes allés supporter le colon à mater ceux qui faisaient la même lutte ailleurs. Ça, c'est un. Mais la deuxième raison qui est beaucoup plus fondamentale, c'est que le Togo n'avait pas les moyens de créer une armée avec une grande armée. Il y avait déjà un embryon de l'armée et Sylvanus Olympio voulait se contenter de ça. Donc, il était opposé à ce que ces gens-là intègrent l'armée. Mais il n'était pas le seul. Il y avait ceux qui étaient déjà aussi dans l'armée régulière, ceux qui, eux, étaient déjà dans l'armée régulière, qui ne voulaient pas aussi voir ces gens-là rentrer dans l'armée, ils ne les voyaient pas d'un bon oeil. Mais la bande à Eyadema et tout ça, parce que Eyadema, quand il est rentré ils ont été démobilisés et qu'ils ont été, la France les a payés, ils ont été démobilisés, ils sont rentrés. Et lui, l'argent qu'il avait reçu de cette démobilisation, il avait acheté un moulin et il avait installé le moulin à Pia, chez lui là-bas. Il a confié la gestion du moulin à quelqu'un. Donc, ils étaient là-bas, ils faisaient les va-et-vient, Lomé, Kara et tout ça. Et donc, Sylvanus ne voulait pas. Mais ces gens, ils discutaient avec leurs collègues, ceux qui sont déjà dans l'armée, avec qui ils ont des affinités sur le plan de la communauté, des affinités communautaires. Et Bodiolé était, l'adjudant-chef Bodiolé, qui était le premier responsable de l'unité d'infanterie, était de plus avec eux. Il était leur interlocuteur. Il parlait souvent avec eux. Et dans les archives, on voit bien que Bodiolé, il allait souvent chez l'ambassadeur de France qui était là à l'époque, M. Mazoer, échanger avec lui, se plaindre parfois de l'attitude de Sylvanus Olympio.
Et c'est Bodiolé qui a organisé en fait ce coup d'État parce que les demi-soldes n'avaient pas d'armes pour faire quelque action que ce soit. Donc, ok, puis accueilli, d'accord. Et donc, ouais, il avait acheté un moulin avec l'argent de démobilisation. Et donc, c'est Bodiolé qui, l'adjudant-chef Bodiolé, qui est véritablement la personne qui a trahi Sylvanus Olympio parce que lui, il était dans l'armée régulière. Il a été nommé à la tête de la première unité d'infanterie. Et donc, ils ont fait des complicités et Sylvanus avait été averti. Mais le Togo venait d'être indépendant et Sylvanus, du haut de sa stature, tout ça, ne croyait pas qu'un jour, des Togolais pouvaient décider d'atteindre sa vie. Puisque même au Bénin, puisqu'il y avait aussi des démobilisés au Bénin, puisque l'armée française a recruté dans tous les pays. Les Yadema, quand on les a recrutés, ils ont fait d'abord le Niger avant de partir. Je reviendrai sur le cas du Niger tout à l'heure. Et donc, lors d'un voyage au Dahomey, il y a le président, je pense c'est Hubert Maga, qui a attiré l'attention de Sylvanus Olympio en disant que les gars qui sont rentrés de la guerre d'Indochine là sont en train de préparer quelque chose contre lui, de faire attention. Il a minimisé tout ça. Et il n'a pas pris tout ça au sérieux. Et donc, les gars, ils ont continué par faire leur manœuvre. Et après, quand ils se sont véritablement entendus pour agir, puisque quand ils faisaient les manœuvres, on a essayé de les mettre un peu sous surveillance. Et il y a des mois, certains étaient à Kara. Et à l'époque, à Kara, il y avait un commissaire là-bas dans la ville de Kara qui s'appelle Adama Tassa, qui était chargé de les surveiller. Mais il y a eu un relâchement dans la surveillance. Et quand le moment était venu d'agir, et Adama et certains de ses amis, certains de ses amis, dont un de ses compagnons qui s'appelle Gaston, ils ont quitté Kara après avoir fait des cérémonies à côté d'une rivière. Je reviendrai sur la question de cette rivière-là. Ils ont quitté Kara. À vélo, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas suffisamment de voitures. Donc, ils ont pris les vélos et ils ont quitté Kara à vélo et ils ont roulé à vélo jusqu'à Blita. Quand ils sont arrivés à Blita, ils ont pris le train là-bas. Ils ont pris le train à Blita, ils ont mis les vélos dans le train et ils ont pris le train et ils sont arrivés à Lomé. Et quand ils sont arrivés à Lomé, ils se sont mis rapidement en relation avec Bodiolé et voilà, c'est Gaston Perret, voilà, il était avec Gaston Perret. Et quand ils sont arrivés à Lomé, ils ont pris, comment appelle-t-on, ils sont partis voir Bodiolé et Adewi, le sergent Adewi qui était l'armurier, c'est-à-dire celui qui s'occupait du magasin d'armes. Et donc, ils ont mijoté leur plan et ils ont décidé d'attaquer le domicile du président. Suivez-moi très bien, suivez la logique de ce que je viens de dire. Je vais aboutir à quelque chose. Il y a des choses sérieuses que je vais dire. Et donc, la zone du camp hérité, à l'époque, ce n'était pas encore une caserne proprement dite. C'était un champ de tir, une brousse dans laquelle les militaires allaient s'entraîner. C'était prévu que ça devait être une prochaine caserne. Et c'est dans les années 62, c'était un champ de tir, et c'est dans les années 62 que Sylvanus a déplacé le champ de tir vers Toglekopé, là où on fait le motocross là. J'ai même vu ce décret de Sylvanus Olympio qui a créé le champ de tir à Toglekopé en réquisitionnant les terres des populations d'Ago et de Toglekopé. Et donc, il y avait une espèce de broussaille là-bas, dans cette zone qui était déjà une zone militaire. Donc, quand ils sont arrivés, Bodiolé a donné des consignes à Adewi qui a remis les armes, qui leur a donné les armes parce que les démobilisés n'avaient pas d'armes, ils n'étaient pas dans l'armée, ils n'avaient pas d'armes. C'est pour ça que on ne parle pas fondamentalement d'un coup d'État. C'est un crime crapuleux. C'est des individus qui se sont levés pour des raisons alimentaires. Ils sont allés tuer un chef d'État. Ils sont allés tuer un chef d'État pour des raisons alimentaires. Et donc, après, ils ont habillé ça en coup d'État. Donc, ils sont allés voir Bodiolé et
Bojolo a donné des consignes à Tehui et on leur a donné des armes. Et donc, avant d'aller opérer la nuit du 12 au 13 janvier, avant d'aller attaquer le domicile de Sylvanus Olympio, ils ont fait une réunion dans la brousse au cours de laquelle ils ont fait un rituel. Et Adema croyait tellement aux fétiches. Tout ce qu'il faisait, c'est toujours guidé par les fétiches. Je donnerai les détails. Toujours les fétiches. Il ne croit qu'aux fétiches. Avant d'aller en France, dans l'armée française, c'est toujours des évocations, des rituels. Et donc, ils sont allés à un endroit qui n'est pas trop loin de la lagune et ils ont fait un rituel là-bas pour que leur coup puisse réussir. Ils ont fait un rituel là-bas, ils ont invoqué les esprits, ils ont sacrifié, je sais pas, ils ont sacrifié des animaux là-bas, ils ont fait le rituel la nuit. C'était leur point de ralliement. Et c'est de là qu'ils sont partis à partir de minuit pour aller attaquer le domicile du président. À l'époque, le domicile du président n'était pas gardé par une escouade de militaires. Il y avait à peine 2 ou 3 policiers qui étaient au domicile. Et quand ils sont arrivés au domicile du président, il y avait 2 qui étaient déjà complices. Et donc il y a un qui était au domicile du président qui ne voulait pas se laisser faire. Et lui, il était décidé à leur barrer la route. Et comme ceux qui sont venus pour attaquer étaient plus nombreux, d'abord il y a des mots à la toisée en langue, en patois. Et le gars a dit non, qui sont ici, c'est pour protéger les présidents, c'est pour pas vous faire des bêtises. Et ils l'ont désarmé. Ils ont désarmé ce monsieur avant d'engager les hostilités. Et ce monsieur, Adema est resté très dur avec lui quand ils ont pris le pouvoir. Et ce monsieur est resté longtemps dans l'armée, très misérable, jusqu'à... il a fini, je pense, à un grade de caporal. Alors que c'était quelqu'un qui avait déjà un très bon niveau et qui était au domicile du président et qui était l'un des rares qui s'était vraiment opposé à l'action qu'il voulait mener. Et ce monsieur, il doit être de Sanda. C'est un canton vers Kara, tout ça. Et donc, ils ont engagé les hostilités et le président, ils sont rentrés dans la maison du président, ils ont enfoncé les portes, le président s'est réfugié à l'ambassade des États-Unis, vous connaissez la suite de l'histoire, et puis après au petit matin, ils ont assassiné le président, ils ont tué le président. Donc quand ils ont tué le président, Adema lui-même a déclaré dans le journal Le Figaro à l'époque qu'il voulait amener Sylvanus au camp pour discuter avec lui. Le président Sylvanus ne voulait pas avancer et lui il a descendu. Lui-même il a dit qu'il a descendu. C'est comme ça qu'il a déclaré. C'était pas sûr que Bojolo était sur le terrain, mais c'est lui qui a organisé tout ça et la bande d'Yadema, ils sont allés pour liquider le président. Et dès que le président a été assassiné, c'était la stupéfaction dans toute la capitale. Les gens étaient stupéfaits et tout. Et rapidement, il y a des gens qui ont revendiqué ce acte-là, alors que celui qui était le plus l'organisateur, c'était Bojolé. Il y a des gens rapidement supplanté Bojolé. Vous savez, quand il y a quelqu'un, vous êtes dans un groupe, il y a quelqu'un qui ne se décide pas, il y a quelqu'un qui est peut-être plus courageux, qui dit voilà, moi je prends la responsabilité. Donc, il y a des gens à supplanter Bojolé. Bojolé qui était adjudant-chef à l'époque, et Adema est devenu rapidement capitaine. Pourquoi je vous narre tout ça avec les détails? Je vais arriver à un point névralgique et vous allez comprendre pourquoi. Donc, le président a été assassiné. On a fait appel à Grunitzky, en tout cas les autres officiers, les Dadjo, les Congo, les Assila, tout ça, au petit matin, chacun est venu devant la presse pour faire semblant de suivre et tout ça. Et après on a appelé, comment appelle-t-on, Grunitzky de venir assurer, ne serait-ce que la situation pour apaiser les cœurs et tout ça. Et Grunitzky a pris le pouvoir et Adema, lui, il a intégré l'armée parce que dès que Grunitzky a pris le pouvoir, Grunitzky a pris un décret pour intégrer ces gens-là dans l'armée.
Donc Eyadema a pris rapidement le grade de capitaine, donc il a supplanté Bodiolé. Et donc, à partir de ce moment-là, les brouilles entre Eyadema et Bodiolé ont commencé. Donc Eyadema a pris le dessus sur Bodiolé. Et ceux qui ne connaissent pas l'histoire, ils savent qu'entre Eyadema et Bodiolé, il y a eu une brouille jusqu'à ce que Bodiolé a été isolé et tout ce qui est arrivé après. Et les gens comme les Adéhui, qui ont remis les armes pour aller faire le coup d'État, et ils sont devenus les hommes de main d'Eyadema et qui ont participé à beaucoup d'assassinats, notamment, j'ai parlé de Laurent Djagba. Laurent Djagba, dans sa cellule en 1970-71, dans la nuit du 31 au 1er janvier 1970-71, je pense que c'est 71, ils ont été torturés, leur club là, les trois qui ont été Collor, Laurent Djagba, je pense aussi au CI, ces gens-là ont été torturés et assassinés par Adéhui, Gaston et Lawani. C'est eux. Et aujourd'hui, on n'a pas retrouvé les corps de Laurent Djagba et tous les autres. Donc, c'est les premières victimes du règne d'Eyadema, et c'est Adéhui et tout ça qui ont posé ce acte-là. Et donc, alors, déjà, quand Eyadema est rentré au camp, il a commencé par monter en grade. Il a commencé par monter en grade, rapidement, il est devenu le patron de l'armée. De telle sorte que, dans les années 65, déjà, tout ça, quand on ouvrait le défilé militaire pour le 27 avril, c'est Eyadema qui, en tant que chef de l'armée, qui ouvrait le défilé parce qu'il est monté en grade et il est devenu chef d'état-major. Et vous savez que le camp hérité, c'est le domicile du chef d'état-major de l'armée. Vous savez que les chefs d'état-major au Togo, que ce soit le chef d'état-major général de l'armée de terre, le chef d'état-major général de l'armée de l'air, le chef d'état-major général de l'armée de la marine et le chef d'état-major général, ils vivent au camp hérité. C'est là leur domicile. C'est là leur domicile. Donc Eyadema s'est installé au camp en tant que chef d'état-major. C'est comme ça que Eyadema est resté au camp jusqu'à sa mort. En fait, le camp hérité est un lieu public. C'est un domaine c'est un domaine d'État. Donc, Eyadema, lui, en a fait un domicile privé. Et il est resté là jusqu'à sa mort. Alors, quand Eyadema est revenu au pouvoir, le 14 avril 1967, le 14 avril 1967, parce que c'est la date à laquelle Eyadema a pris le pouvoir, après qu'on ait contraint Guiniski à démissionner. Donc c'est le 14 avril que Eyadema a pris le pouvoir. Eyadema n'a pas pris le pouvoir le 13 janvier 1967. C'est aussi un mensonge. C'est le 14 avril 1967 que Eyadema a pris le pouvoir. Et donc, avec Bodiolé et tous les autres amis, il y avait déjà des problèmes. Quand Eyadema a pris le pouvoir, et le 14 avril 1966, pour consolider son pouvoir, ils ont instauré un rite, un rituel. Et c'est là où je veux arriver. Il faut m'écouter très bien. C'est là où je vais arriver. Vous voyez le camp hérité. L'information que je vais donner, je l'avais déjà donnée en 2013. Mais il n'y avait pas les réseaux sociaux. Je l'avais donnée en 2013. Et ça a créé des remous. Mais maintenant, je le donne avec des détails. Vous voyez le camp hérité. Le côté qui fait face à la gendarmerie. Le côté vers la lagune qui fait face à la gendarmerie. Vous allez voir que ce côté-là, il y a une petite porte dérobée. En saison sèche, vous allez voir qu'il y a une porte dérobée qui débouche sur un espace vert avec des arbres qui sont à côté et un apatam. Il y a un apatam là-bas. Il y a un apatam et il y a des espaces. Maintenant, ils ont planté des arbres. À l'époque, quand j'avais fait l'article, j'avais pris une photo même, j'ai montré cet endroit-là. Donc, il y a une porte, un petit portail qui sort de là. Qui sort vers la lagune a séché. Je ne sais pas si ce que je dis vous comprenez. Il y a un portail là-bas. Donc, c'est là-bas qu'ils se sont réunis pour invoquer les esprits
et faire les sacrifices avant d'aller tuer Sylvanus. Et Adema a fait de cet endroit un lieu de rituel pour la consolidation de son pouvoir. Et chaque année, le 13 janvier, la nuit du 12 au 13 janvier, ils refont la même cérémonie qui leur a permis de de tuer Sylvanus et de prendre le contrôle du pays à cet endroit-là en sacrifiant un bœuf. Ils ont mis là-bas une stèle du Togo. Il y a une stèle du Togo qui est là-bas. Ils ont fait une statue du Togo. Donc il y a un Togo qui est peint en blanc. Il y a une stèle du Togo là-bas. Et c'est autour de cette stèle-là qu'on fait les incantations, qu'on fait la cérémonie. Et on sacrifie le bœuf là-bas pour renouveler leur prise de pouvoir et le contrôle qu'ils ont sur le pays. À l'heure où je vous parle, ils ont déjà mis les bœufs là-bas. Parce que Faure fait pareil. Faure, qui n'a pas participé à l'assassinat de Sylvanus Olympio, depuis qu'il est venu au pouvoir, il se sacrifie au même rituel. Ils vont le faire cette nuit, à partir de minuit. C'est là-bas, ils font ça. Donc, on convoque quelques officiers, ceux qui tiennent les postes stratégiques dans l'armée, donc les chefs corps, les chefs d'état-major, c'est un groupe restreint. Et on fait un trou autour de la statue du Togo. Et on attache un bœuf. Le bœuf est à côté du trou, à côté de la statue du Togo. Et à minuit pile, les officiers sont convoqués. Et à minuit pile, le président prend une arme et il rafale le bœuf. Et on pousse le bœuf dans le trou et on ferme le trou. On fait des incantations et on ferme le trou. Cette cérémonie, elle se passe depuis 1967. Et depuis qu'il y a des mains venues au pouvoir. Et elle ne s'est jamais arrêtée. Quand Faure a pris le pouvoir en 2005, la première année, il a hésité à le faire. Après, il a pris la relève. On est bien en droit de se poser la question de savoir, Faure qui n'a rien à voir avec l'assassinat de Sylvanus Olympio, pourquoi il fait la même cérémonie que son père fait chaque année. C'est-à-dire, voilà des gens qui disent, on a supprimé le 13 janvier, nous voulons rapatrier le corps de Sylvanus Olympio, mais dans la nuit du 13, dans la nuit du 12 au 13 janvier, ils répètent la même cérémonie qui leur a permis d'assassiner Sylvanus Olympio. Et certains Togolais sont au courant de cette histoire depuis des années. Je vous ai dit que j'en ai parlé en 2013. Ça a créé des remous. C'est un lieu que tout le monde peut reconnaître. Quand vous prenez les pavés qui sont derrière la gendarmerie, vous jetez votre regard vers le camp RIT, il y a une petite porte qui sort du camp, un petit portail, il y a un apatam là-bas, il y a une statue du Togo là-bas, c'est sous cette statue-là qu'ils font la cérémonie, dans la nuit du 12 au 13 janvier à partir de minuit. C'est là-bas qu'ils font ça. Et ils vont le faire cette nuit. Ils vont le faire cette nuit. Parce que c'est ça qui leur permet de renouveler leur puissance spirituelle sur le pays. Et ils vont le faire cette nuit. Donc il n'y a que un carteron d'officiers triés sur le volet qui sont au courant de cette cérémonie-là qui se fait là-bas. Et donc, avant de passer à l'acte, vers minuit, on déploie discrètement quelques militaires, on laisse une jeep sur la voie qui mène à NDA, qui est juste la gendarmerie. Vous savez, entre NDA et la gendarmerie, il y a une voie qui est bitumée. On laisse une jeep là-bas avec une 12-7 surplombée d'une 12-7. Vous connaissez la 12-7. On laisse une jeep aussi à la station, pas loin de la station de l'Otogo là-bas, la station, c'est Shell ou bien Total. On met une jeep là-bas. Vers le lycée, on met une jeep et puis on met un peu discrètement quelques individus en tenue civile avant de poser l'acte. Donc, parce que on ne peut pas comprendre que peut-être Eyadema le faisait parce que c'est là où il a convoqué son Grégor avant d'aller tuer Sylvanus Olympio. Mais Faure Gnassingbé qui dit mon père c'est mon père, moi c'est moi. Et pourquoi lui il se sacrifie à cette cérémonie-là? Pourquoi il fait ça?
La question fondamentale est là. Parce que l'assassinat de Sylvanus Olympio est le crime fondateur du régime de Gnassingbé. C'est le crime fondateur du régime de Gnassingbé. L'assassinat de Sylvanus Olympio. Donc, ceux qui sont... j'entends des gens qui racontent des conneries sur les réseaux sociaux que c'est pas Yadema qui a tué Sylvanus Olympio. S'il ne l'a pas tué, pourquoi il fait les cérémonies pour renouveler sa puissance? Pourquoi il le fait? Pourquoi il l'a fait jusqu'à sa mort? Yadema lui-même a déclaré dans les journaux français que c'est lui qui a assassiné Sylvanus Olympio. D'où vient que vous vous sortez pour dire que c'est pas lui? Même s'il s'est rétracté 20 ans plus tard. Mais tout le monde sait que de ce groupe d'individus qui ont attaqué la maison de Sylvanus Olympio, a tiré sur le président. Et n'oubliez pas qu'à l'époque, il y avait des témoins. Et quand les gens se sont brouillés, les gens ont laissé des confidences. Les gens ont laissé des témoignages. Donc, c'est là-bas qu'ils font cette cérémonie-là. Et ils vont le faire cette nuit. Ceux qui passeront vers minuit dans la zone là, branchez bien vos oreilles, à moins qu'ils utilisent un fusil silencieux. Ils vont le faire cette nuit. C'est ça qu'ils font. Donc, ceux qui sont des hommes de Dieu dans notre pays, les pasteurs, les prêtres, les rounots là, vous qui racontez, certains qui racontent n'importe quoi, qui font des prophéties là, vous ne savez pas qu'ils font ça? Vous ne savez pas qu'on fait ça là-bas? Vous ne savez pas qu'on fait ça là-bas? Vous ne savez pas qu'on fait ça là-bas? Vous venez raconter des conneries sur les réseaux sociaux. Vous ne savez pas qu'on fait ça là-bas? Si vous êtes vraiment des gens, des chrétiens convaincus, depuis qu'on fait ça là, vos prophéties n'ont pas vu ça? Et vous ne savez pas que ça, il faut le neutraliser spirituellement? Donc, cette cérémonie se déroule chaque année à partir de minuit. Je vous dis qu'à l'heure où je vous parle là, le bœuf est déjà attaché là-bas. Parce qu'on amène le bœuf là-bas vers 13h, quelque chose comme ça. Le bœuf est là-bas. Et ils vont le faire. À moins que, parce qu'on en parle aujourd'hui, ils vont l'annuler. Mais je ne pense pas qu'ils vont l'annuler parce que c'est le crime fondateur de leur pouvoir. Ils vont le faire là-bas. Ford était à Kara le week-end. Il était à Kara vendredi, samedi. Il est rentré, je crois, hier. Certainement pour les formalités de cette cérémonie. Et demain, il y a le rapport des FAT. Donc, ils vont faire cette cérémonie cette nuit. Et demain, il y a le rapport général des FAT avec décoration des soldats qui sont morts au front. Bon, voilà, des gens sont morts. On les a enterrés dans l'anonymat, on ne les a pas décorés. C'est maintenant que ils sont morts depuis on les a enterrés, que c'est maintenant qu'on veut les décorer. Donc, demain, il y a le rapport général des FAT avec décoration des gens qui sont morts au front. Donc, Faure est rentré à Lomé hier. J'ai suivi son avion, même s'ils ont verrouillé un peu les trucs. Il est rentré à Lomé hier, certainement pour participer à cette cérémonie dont il est la clé de voûte. Donc, voilà comment, en 1963, ils ont opéré les esprits qu'ils ont convoqués, l'endroit qui était l'endroit de ralliement, où ils se sont vus la nuit, et ils ont fait les sacrifices, ils ont pris les armes avant d'aller dans la maison du président pour l'assassiner. Et donc ce lieu est devenu un lieu de rituel depuis des années pour la famille Gnassingbé qui tient le pouvoir. Donc c'est à ce lieu-là qu'ils font leurs bêtises. Voilà, si je peux le dire ainsi.